Lors du dernier épisode, je t'avais dit qu'il avait été compliqué à écrire, mais c'était sans comparaison avec celui-ci, parce que la règle qu'on va voir aujourd'hui est bien plus compliquée à adapter, mais tu vas voir qu'on va néanmoins avoir une réflexion passionnante. Je vais te donner les clés pour annihiler tes ennemis. Bienvenue, ici Lucien Roy et c'est un plaisir de te retrouver dans le 15e épisode de Pouvoir et Influence, le podcast du dimanche à 10h30 qui dévoile les plus grandes stratégies d'influence et surtout comment t'en servir pour devenir plus impactant et aller au bout de tes ambitions en maîtrisant les dynamiques sociales. D'où part cette loi d'annihiler les ennemis. Parce que c'est vrai qu'on se dit qu'au fond, dans notre époque actuelle, annihiler quelqu'un, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Ça paraît un petit peu compliqué. Cependant, on remarque que dans notre culture, mettre ses ennemis au sol, les détruire jusqu'à ce qu'il n'en reste rien, est profondément ancré et sans qu'on le sache, on nous encourage à adopter ce comportement. Tu remarqueras que un ennemi qui a été mis à terre, qui a été ensanglanté, qui était dans les décombres, mais qui n'est pas mort, est souvent à la base de nombreux films d'action ou films de super-héros dans lesquels le méchant a été fortement affaibli, il se retire dans sa cave et il revient et frappe très fort. La conclusion de tout ça, c'est que quand on ne s'occupe qu'à moitié de l'ennemi, il ne revient que plus fort et rusé. Dans le cadre de cet épisode, je vais définir l'ennemi comme celui dont l'un des intérêts principaux est de te nuire. Ça montre déjà une première chose, c'est une structure psychologique assez défectueuse de la part de cet individu qui ne parvient pas à se définir seul et qui est sujet à des pulsions comme la haine et la vengeance, qui montrent qu'il a certainement une piètre estime de lui. Cependant, le but n'est pas de rationaliser sur quelle est la psychologie de tes ennemis et te montrer à quel point tu es meilleur et bien plus brillant qu'eux. Le but est de pouvoir s'en occuper et de se débarrasser de ce caillou dans nos chaussures. On a déjà parlé d'ennemis dans le podcast, si tu te rappelles bien, c'était à l'épisode 2. On avait vu que les ennemis pouvaient être stimulants, pouvaient même fédérer ton mouvement. C'est d'ailleurs l'avis de Nietzsche sur la question. Il nous dit que sans adversité, on ne peut pas se développer, on ne peut pas aller au maximum de notre potentiel. Mais là, on est arrivé au stade supérieur. On est arrivé à l'ennemi qui gratte un peu plus, à l'ennemi qui veut vraiment nous nuire au maximum, pas à l'ennemi qu'on utilise pour fédérer une cause. Et donc là, Robert Greene prend comme exemple des exemples historiques de la Chine antique ou de la Chine médiévale, je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas historien, et il nous dit que il y a plusieurs exemples dans l'histoire chinoise d'empereurs ou de généraux qui ont été poussés à la magnanimité vis-à-vis d'un de leurs ennemis et qui ont fini par se faire trancher la tête par celui-là même qu'ils avaient épargné quelques années plus tôt. Mais aujourd'hui, on peut plus vraiment trancher une tête quand on en a envie. C'est un petit peu compliqué, c'est plus très politiquement correct, on n'a plus la guillotine, on ne peut plus pendre les gens non plus, c'est interdit, et c'est d'ailleurs plutôt pas mal comme ça. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour appliquer cette règle ? Comment est-ce qu'on fait pour extrapoler ce principe et pouvoir nous l'appliquer à nous-mêmes ? Il y a déjà un cas qui me semble évident et dans lequel je veux te transmettre cette idée et ensuite on verra ensemble une réflexion que j'ai produite pour essayer d'adapter cette règle, mais tu vas voir qu'on ne pourra jamais l'adapter littéralement parce que comme je te l'ai dit, mettre hors d'état de nuire définitivement est extrêmement compliqué dans notre société. Donc le cas dans lequel ça s'adapte parfaitement, c'est le cas de l'agression de rue. Quand tu te fais agresser dans la rue, tu as plusieurs possibilités, la plus favorable étant la fuite, mais quand ce n'est pas possible, tu peux être poussé au combat. Le combat, il y a deux issues possibles. La première, c'est que tu défonces ton agresseur, et la deuxième, c'est que tu te fais défoncer par ton agresseur. Rien de compliqué là-dedans. La pire des réactions que tu peux certainement avoir, c'est celle de repousser sans neutraliser. Celle de montrer à l'autre qu'il vient d'échouer dans une de ses tentatives qui ne fera que plus l'exciter. C'est pour ça qu'on dit souvent en systéma qu'il faut finir la discussion. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'agresse, il n'est pas là pour enfiler les perles, il n'est pas là pour faire une petite danse avec toi, il est là peut-être pour ta vie, peut-être pour autre chose, et donc ton devoir c'est de le mettre hors d'état de nuire pour justement préserver ton intégrité physique, tout ça bien entendu dans le cadre de la légitime défense. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser, mais on ne sait jamais, on est quand même sur internet. Et donc dans ce cas,
tu vois très bien que le fait de simplement repousser sans finir la discussion, donc sans par exemple faire une fracture ou faire quelque chose de très douloureux pour qu'il ne puisse plus se relever et qu'il ne puisse plus t'agresser à nouveau et porter atteinte à ton intégrité à toi, il faut y aller un petit peu franco, ça ne peut pas se passer simplement en le repoussant ou lui mettant une petite claque, ça ne marchera pas. Les plus futés d'entre vous me diront peut-être que oui, on l'a mis hors d'état de mire, mais on lui a quand même pas coupé la tête. Et en fait, ce que je tiens à souligner ici, c'est qu'il n'y a pas besoin, même dans une conception chinoise antique, il n'y aurait pas besoin d'aller aussi loin, d'aller plus loin que juste lui casser le bras ou je sais pas quoi, pour qu'il arrête de t'attaquer, simplement parce que si quelqu'un t'attaque dans la rue, alors à moins que ce soit un assassin qui soit envoyé spécialement pour toi, il faut pas le prendre personnellement, c'est juste que c'est toi qui est passé à ce moment-là et qui te fait sauter dessus. Et puis deuxièmement, du point de vue de la justice, tuer quelqu'un, c'est quand même pas la même chose que de lui casser le bras. Mais alors, comment faire pour vaincre un ennemi personnel au XXIe siècle? Comment faire pour vaincre un ennemi qui ne nous agresse pas dans la rue et qui est un petit peu plus subtil, qui est un petit peu plus normal aussi, parce qu'on a chacun nos petites rivalités avec certaines autres personnes? Le premier conseil à suivre, c'est de ne pas le prendre personnellement. Leur haine est un fait, ils te détestent, ils veulent te voir tomber, c'est un fait. Vois-le comme tel. Ne te dis pas « Oh, c'est injuste, il faudrait que ça change ». C'est un fait. Vois-le comme tel, je le répète. Et cette haine ne cessera pas tant que tu es au pouvoir. Donc c'est pas la peine de se demander comment on fait, est-ce qu'il y a des issues, je sais pas quoi, est-ce que ça peut devenir mon ami? Non, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est ce que nous affirme Robert Greene, et j'ai plutôt tendance à être d'accord avec lui. Donc maintenant, comment on fait? Si on ne prend pas personnellement, ça veut pas dire qu'on ne répond pas, ça veut pas dire qu'on ne fait rien. Quelles sont les actions qui sont possibles pour toi pour te débarrasser de tes ennemis? Tu vas voir, on va en prendre plusieurs, je vais te prendre plusieurs hypothèses et on va voir lesquelles sont les plus efficaces pour nous débarrasser de nos ennemis. Et bien sûr, ça dépendra des cas parce qu'on se débarrasse pas de nos ennemis exactement pareil dans toutes les situations. Donc première option qu'on a déjà invalidée, c'est de lui couper la tête, ça ne marche pas. Deuxième solution, c'est la trahison, c'est finalement de lui mettre un coup de poignard dans le dos. Alors là, c'est un coup de poignard métaphorique, c'est-à-dire par exemple de trahir des discussions confidentielles, de salir sa réputation. Et ça, notamment, on voit que ça marche extrêmement bien parce qu'une personne qui n'avait pas trahi son camp a quand même été victime on l'a soupçonné de ça, c'est Hugo Lebray. Hugues Lebray, excuse-moi. Hugues Lebray, c'est le patron de Nickel. Tu sais, c'est les comptes que tu peux ouvrir chez les buralistes et j'ai écouté son très bon épisode de podcast avec Mathieu Stéphanie dans Génération Do It Yourself. Je te recommande chaudement cet épisode-là. Donc, il a été au conseil d'administration de la Société Générale, ce Hugues Lebray, et il a écrit un livre sur l'affaire Kerviel, parce qu'évidemment, il était, je crois, chef de la communication de la Société Générale au moment de l'affaire Kerviel, et tu t'imagines qu'il a passé quelques nuits blanches pour gérer cette crise de communication qui était vraiment absolument atroce pour lui. Et donc il a écrit un livre. Donc moi j'ai pas lu ce livre, je connais pas les détails de l'affaire, mais en tout cas d'après ses dires, d'après ce qu'il raconte, il n'a rien trahi puisque toutes les informations étaient publiques vu qu'il y a eu un procès. Évidemment ça a quand même remué un peu le fond de la rivière. Et donc a priori pas de trahison dans ce côté-là. Pourtant ça lui a été ça lui a vraiment porté préjudice pour la suite parce qu'il a été vu comme un paria simplement parce que le patron de la Société Générale ne voulait pas entendre parler de ce livre et donc ses amis ou ses connaissances qui savaient que lui ne voulait pas en entendre parler se sont dit ce mec a trahi, un petit peu comme une sorte de lanceur d'alerte dans la banque. Et évidemment quand tu es un lanceur d'alerte, les gens ne t'apprécient plus exactement comme avant et donc il a été très très mal vu pendant plusieurs années avant je sais pas si ça s'est décanté ou s'il a lavé son image, mais en tout cas maintenant ça va et a priori son livre était plutôt bon pour l'image de la banque. Donc tu vois que rien que la suspicion d'avoir pu poignarder quelqu'un dans le dos peut te mettre vraiment dans le pétrin. Donc je t'indique de bien prendre tes précautions quand tu le fais parce que ça pourrait vraiment te revenir. C'est vrai qu'on dit que les gens ne changent pas et quand tu trahis une personne qui a été ton associé pendant longtemps, je vois pas pourquoi moi si je m'associe avec toi, tu ne finirais pas par également me trahir. Donc évidemment je me méfierais énormément de toi. Maintenant on pourrait se dire que une autre méthode, qui serait plutôt actuelle, ce serait de salir la réputation de notre ennemi pour faire en sorte qu'il devienne justement, lui à son tour, un paria et qu'il ne puisse plus jamais parler en étant crédible. Premier avertissement que j'ai à te formuler,
c'est attention à l'effet caniche. L'effet caniche, c'est les petits chiens, les tout petits chiens qui crient plus fort que les autres, qui aboient plus fort que les autres, mais qui sont absolument ridicules. Ça, tu dois absolument éviter ça. Quand tu veux entamer la réputation de quelqu'un, il s'agit pas de paraître acharné. Si tu parais acharné, c'est juste toi qui vas le ridiculiser. Ça ne sert à rien. On en a déjà parlé dans le 3 ou 4e épisode de Pouvoir et Influence qui s'intitulait, si je me rappelle bien, protège ta réputation comme la prunelle de tes yeux. Il me semble que c'était ça, tu pourras le retrouver, c'était au début du podcast. On a dit que pour casser la réputation de quelqu'un, il fallait juste ouvrir des brèches sans tirer les conclusions. Faut que tu laisses les gens rentrer, faut que tu leur montres ce que toi t'as vu, mais sans leur dire que oh là là c'est grave ou je sais pas quoi. Il faut faire attention à ça, parce que sinon tu vas avoir l'effet caniche, donc l'effet petit chien ridicule qui essaye d'attaquer son maître. Attention cependant parce que la réputation ça se reconstruit, donc on l'a vu aussi ça dans l'épisode 3 ou 4 du podcast, comment reconstruire une réputation, alors c'est très compliqué mais ça se reconstruit quand même, donc c'est une technique qui me semble peut-être des plus adaptées à notre époque, cependant ce n'est pas une manière totale de détruire son ennemi et de ne plus jamais lui donner l'occasion de nous nuire. Donc on va voir d'autres méthodes qui pourraient peut-être nous permettre ça. La première méthode, c'est de soi-même n'avoir honte de rien. C'est-à-dire se croire tout permis et s'en foutre royalement de la vie des autres. Et ça, je pense que tu penses à la même personne que moi, un homme à la peau orange et avec une belle mèche, c'est bien sûr Donald Trump. Donald Trump, il est impressionnant pour ça. Quoi que ce soit tu lui dises, il en a pas honte, il s'en fout, il rigole avec, et il est assez indéstabilisable sur ce point. Il est insolent. Insolent, je pense que c'est le mot. Mais avoir un tel niveau d'insolence et d'assurance n'est pas donné à tout le monde. Soit il faut être une sorte de psychopathe, soit il faut avoir une estime de soi qui est vraiment très très élevée. Et donc je t'invite bien sûr à travailler sur ce point et notamment à accepter ta part d'ombre et ta part de lumière et surtout pouvoir en parler. C'est-à-dire que chacun de nous, on a des choses qu'on préfère ne pas dire. On a des sortes de petits secrets, alors qui sont pas forcément très graves, qui sont pas forcément très gros. Mais il y a des trucs qu'on n'assume pas trop de notre vie passée, il y a des trucs desquels on n'est pas très fier. Et ça, c'est des choses qui sont dangereuses parce que finalement, si on sort quelque chose sur lequel tu es pas fier, ça risque de te faire réagir émotionnellement, ça risque de te faire perdre ta réputation, ça risque de faire plein d'effets qui ne sont pas très désirables pour toi. Et du coup, ton rôle là-dedans, c'est que si tu n'as honte de rien et que tu acceptes de parler de tout, même les moments les plus, je vais pas dire les plus dégueulasses parce qu'on n'en est pas là non plus, mais même les moments les moins glorieux de ton existence, eh bien, tu te libéreras d'un poids puisque plus personne ne pourra te déstabiliser avec la vérité. Il leur restera évidemment le mensonge, mais c'est tout de suite bien plus facile à démonter et c'est bien plus facile de se rebeller contre un mensonge que contre une vérité un peu trop lourde à porter. Technique suivante de notre brainstorming pour mettre nos ennemis à genoux et les décapiter, c'est de toujours être réglo, donc de toujours vraiment avoir une éthique irréprochable et que ça se sache, et ensuite de pouvoir faire enfermer tes ennemis. Donc ça veut dire que tes ennemis s'énervent contre toi, tu restes toujours droit, toujours dans la justice, tu es bien accompagné juridiquement et tu les empêtres dans une affaire dont ils ne vont pas sortir en fait, qui va leur prendre soit des années, qui va les décourager ou qui va leur coûter trop cher et du coup ils ne voudront plus s'attaquer à toi. Voilà, une méthode qui me semble un peu plus dans l'air du temps, une méthode un petit peu moins violente que celle du Moyen-Âge, mais qui me semble assez intéressante. Ensuite, on peut évidemment, on a parlé de la réputation tout à l'heure, on peut aussi aller plus loin et on peut penser à l'aspect psychologique. L'aspect psychologique, c'est vrai que on n'y pense pas forcément tout de suite, mais quand une personne est détruite, on peut voir une personne en dépression, elle est au sol, elle ne peut plus rien faire, elle ne peut plus nuire à personne, et peut-être que tu pourrais faire déprimer tes adversaires, déprimer tes ennemis, ceux qui te veulent tant de mal, et que tu pourrais mettre hors d'état de nuire de cette manière. Et c'est vrai qu'on se dit que parfois, des personnes détruites psychologiquement sont pire que si elles étaient mortes en fait, parce qu'elles ne peuvent plus rien faire, elles se sentent handicapées à tout instant, et c'est peut-être aujourd'hui la manière la plus simple, alors je ne sais pas si c'est simple, ni si on dort très bien la nuit, mais en tout cas si un ennemi t'a fait beaucoup de mal, peut-être que le détruire psychologiquement peut être efficace, et donc pour ça je te propose plusieurs méthodes qui sont bien sûr dans le cadre de ton bon droit, en fait, je vais pas te dire de le harceler et de le menacer de mort, ce serait pas vraiment une méthode très appropriée pour toi, parce que si il le remarquait, s'il le dénonçait, c'est toi qui en prendrais pour ton grade et pas l'inverse. Donc les aspects psychologiques, j'en ai 3 à te donner.
Premier aspect pour déplacer tes adversaires et les démoraliser, c'est de changer de dimension, de devenir tellement meilleur qu'eux qu'ils sont déprimés en fait, parce qu'ils se disent mais je vais jamais le rattraper, c'est juste pas possible. Donc pour ça, il faut que toi tu progresses, que toi tu avances, et là on se retrouve dans la situation où l'ennemi est positif pour toi puisqu'il t'incite sans arrêt à te dépasser, à devenir meilleur pour que jamais il ne puisse te rattraper. Donc ça, première option. La seconde option, c'est de susciter son émotion et de le laisser se ridiculiser. Tu le sais comme moi, aujourd'hui, quelque chose qui est très valorisé dans la société, c'est être capable de maintenir sa contenance, d'être raisonnable, d'être fort, de ne pas être déstabilisable. Et on le voit d'ailleurs dans tous les débats, celui qui perd le débat, en général, c'est pas celui qui a les moins bonnes idées, c'est celui qui s'est laissé emporter émotionnellement et qui va finir en mème sur Twitter ou n'importe où sur Internet. Donc pour ça, voilà, tu peux asticoter un petit peu ton ennemi pour susciter ses émotions, devenir insupportable à ses yeux, pour le laisser devenir un petit caniche enragé à son tour. Dernière option qui joue un petit peu sur la corde émotionnelle mais qui me semble quand même importante de préciser, c'est d'étudier précisément son discours. Ça, je pense que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'humilité, qui nécessite de se remettre en question et qui est une arme particulièrement impactante justement parce qu'elle est coûteuse et parce que peu de gens osent aller aussi loin. Si tu étudies en détail le discours, l'avis de ton adversaire, tu vas pouvoir avoir toi-même des arguments bien plus convaincants et tu vas pouvoir aussi montrer toutes les failles de ce discours et pouvoir enrager ton adversaire, peut-être même aussi le démoraliser par effet kiss cool. Ce serait fantastique, et fais en sorte que ça se voit. Fais en sorte que le mec qui est en face de toi, ça se voit qu'il n'a que ça à faire que de te décrédibiliser. Montre à quel point c'est un petit caniche enragé, inoffensif et ridicule. Option suivante et plutôt humoristique de mon brainstorming, c'est de devenir ami avec Poutine et de mettre le mec au goulag. Donc ça pourrait potentiellement marcher, ou peut-être l'empoisonner, a priori ça marche aussi. Mais bon, voilà, peut-être que ce n'est pas à la portée ni à l'envie de tout le monde. Et finalement, la question que je me suis posée, donc pour aller un petit peu plus loin, pour sortir de cet exemple humoristique, c'est quels sont les types d'ennemis les plus terribles. Quels sont les types d'ennemis les plus terribles? Parce qu'on se dit que la personne qu'on peut facilement transformer en petit caniche inoffensif, c'est l'ennemi stupide, on peut l'énerver et il se décrédibilise de lui-même, donc finalement c'est même presque pas drôle parce qu'il s'empêtre, il se prend les pieds dans le tapis et il ne parvient pas à nous atteindre plus que ça. Par contre, il y a un type d'ennemi qui est bien plus menaçant, c'est l'ennemi qui est intelligent, mais qui a un problème d'ego. Là, tu es dans la merde. Parce que ça veut dire quoi? Si un ennemi est vraiment très intelligent, normalement il va suivre ses plans à lui et il va pas trop s'occuper de toi. C'est-à-dire qu'il va faire son bonhomme de chemin, si à la limite t'es dans la route, il va te défoncer, mais si tu ne t'opposes pas, si tu n'opposes pas de résistance, il va pas s'occuper de toi plus que ça. Par contre, le mec qui a un problème d'ego et qui t'en veut à toi, parce qu'il sent que tu l'as ridiculisé un jour, ou il t'en veut pour X ou Y raison, là, lui, il va faire une sorte de croisade personnelle contre toi, et c'est celui-là qui est le plus dangereux. Donc ce que je t'invite à bien observer, c'est avant de te faire des ennemis, essaye de regarder que les mecs n'aient pas un trop gros problème d'ego. Parce que les mecs qui ont un problème d'ego, ils ne lâcheront jamais en fait. Ils ne lâcheront jamais parce qu'ils ont l'impression que tu les as ridiculisés. Ils ont ce petit air de caïd qui n'a pas compris en fait la vie et qui se dit que lui, tu l'as ridiculisé et du coup tu mérites la mort. Donc bon, ça c'est pas terrible. C'est le pire type d'ennemi, c'est celui que tu veux absolument éviter. Sur cette note que je trouve assez peu positive et beaucoup moins enjouée que d'habitude, parce que finalement je n'ai pas vraiment réussi à appliquer cette règle, cette loi du pouvoir à notre monde actuel, simplement parce qu'on ne coupe plus la tête de nos adversaires, on ne peut plus vraiment annihiler quelqu'un, ce n'est plus politiquement correct, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec internet, c'est très facile de se faire exposer, et si tu es un petit peu dans la manigance, tout ça, il y a un risque que ça t'explose à la figure qui est quand même assez fort, et donc personnellement je ne m'aventurerai pas vraiment dans cette voie. Par contre, j'ai quand même un dernier conseil à te donner, c'est celui de développer ton antifragilité. L'antifragilité, c'est un concept qui a été développé par Nassim Taleb, c'est un statisticien, c'est passionnant, il a écrit un bouquin du même nom qui s'appelle Antifragile. On a déjà parlé de certaines règles dont il parle dans son livre dans l'épisode 2 du podcast Pouvoir et Influence, donc je t'invite évidemment à l'écouter. Et puis si tu veux aller plus loin avec ce concept d'antifragilité, va lire le bouquin de Nassim Taleb que je n'oserais te résumer ici tellement il est complet et intéressant. Mais en gros, l'idée c'est non pas de détruire ton ennemi, mais de te renforcer à son contact. Parce que quelqu'un qui est antifragile, c'est quelqu'un, plus on tape dessus, plus il se solidifie.
Bon, j'espère que tu auras réussi à tirer quelques pépites de ce brainstorming sur comment te débarrasser de tes ennemis en toute classe et sans leur couper la tête. Et la semaine prochaine, on verra comment utiliser ton absence pour augmenter ton prestige. Je te fais bien sûr l'appel à l'action habituel, mets 5 étoiles sur iTunes et avec un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu dans Pouvoir et Influence. Et puis évidemment, parle-en à un ami qui mérite plus de pouvoir et plus d'influence. À la semaine prochaine, bye.